Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, manager son manager, c'est parfois utile et on va en parler avec Flaubert Vuillier, il est le fondateur de la Manufacture RH, il est notre invité. Les entreprises s'engagent, notre rubrique hebdomadaire, on va s'intéresser aujourd'hui avec notre invité à la prévention des violences faites aux femmes avec des guides pratiques, des vidéos, un accompagnement et on fera le point avec Caroline Adam, déléguée générale de SP2C. Le cercle RH, c'est le sujet du moment, l'intelligence artificielle et en particulier ChatGPT ou GPT-4 vont-ils remplacer les emplois? C'est un sujet d'inquiétude, notamment dans le secteur tertiaire. On fera le point évidemment avec des acteurs de ces secteurs, notamment des avocats qui s'inquiètent et on essaiera d'y voir un peu plus clair évidemment. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission. Energy Manager, c'est un nouveau métier sur l'efficacité énergétique. On en parlera avec Cyril Sailly. Il est cofondateur de Adviseo. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on s'intéresse à nos managers, aux managers et on en parle avec Flaubert Vuillier. Bonjour Flaubert. Bonjour Arnaud. Ravi de vous retrouver, fondateur de la Manufacture RH. Alors vous avez choisi un thème qui est assez intéressant parce que vous vous êtes dit, tiens, ce ne serait pas inintéressant de se demander comment nous, collaborateurs, on peut influencer ou accompagner notre manager. Juste pourquoi vous avez choisi ce thème ? Tout simplement parce qu'on voit le management de manière très unilatérale. Dans un sens, top-down, du haut vers le bas. Il y a le manager, le sachant, qui sait, qui est en haut. Puis il y a le manager qui est là pour exécuter. Ça, c'est la vision qu'on a un peu trop souvent. Moi, j'aime bien inverser aussi les choses et pousser les managers à manager leur manager. C'est une notion qui est très importante. C'est subtil ce que vous lancez comme sujet parce que c'est aussi beaucoup dans la posture. Parce que parfois, on se mord les lèvres devant son manager et on n'y va pas. On hésite souvent et on hésite trop souvent. Et je suis même persuadé que le manager a besoin d'une personne qui est en dessous de lui, qui est avec lui, qui va lui apporter des choses. Je pense qu'il faut sortir de cette posture de « je suis un simple exécutant », mais je suis plutôt un apporteur officiel de solutions, de propositions. Ça veut dire quand même, Flaubert, que ça oblige celui qui va essayer de challenger son manager d'avoir le bon ton. Parce qu'il y a beaucoup de managers qui se plaignent parfois de réunions où ils ne sont pas challengés. Ils se font taper sur la tête. C'est très subtil la manière dont on va manager son manager. Alors c'est subtil, c'est fin, mais en effet, vous le dites, beaucoup de managers attendent ça. Attendent d'être challengés. Mais pourquoi ils attendent ça? Parce qu'à un moment donné, leur collaborateur, ça doit aussi être un sparring partner. Alors pas sur le côté, je vais prendre des coups, mais plutôt, si on voyait la chose de cette façon, et si moi, mon job, c'était d'aider mon manager à être encore meilleur, de le rendre encore meilleur. Et au passage, je vais grandir également. C'est plutôt cette notion-là qu'il faut avoir en tête. Il faut quand même avoir le bon manager, Flaubert, franchement. Parce que vous avez certaines personnes qui, se sentant sachant, se sentent même parfois un peu agacés qu'on puisse... Comment on fait concrètement? Comment on s'y prend? On doit le faire finement. On n'est pas obligé de dire non, là, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis, mais voilà. On peut très bien amener un... Et si on essayait de... Tiens, j'ai imaginé que... Tiens, j'ai pensé à ça. Et si on faisait un peu différemment cette fois-ci? On peut apporter des choses comme ça, plutôt que d'y aller frontalement. Et puis, pour répondre à votre première question, je pense que tout bon manager doit être capable d'avoir cette faculté à être remis en question, mais plutôt en voyant le nivellement par le haut, plutôt que de se dire, tiens, il veut prendre ma place. Non, il n'y a pas de sujet autour de ça. En fait, vous dites aux collaborateurs, et vous parlez évidemment aujourd'hui aussi aux managers, le collaborateur doit être quasiment dans une posture d'associé, comme un associé dans une entreprise. Il doit oublier sa posture de salarié. C'est un peu ça que vous nous dites. Oublie ton statut d'exécutant, deviens acteur aussi de ta propre boîte, ou de ta propre mission. Ne sois surtout pas qu'un exécutant, et sois quelqu'un qui va en effet apporter des solutions et qui est acteur des solutions qui vont pouvoir être mises en place au niveau de l'entreprise. Le collaborateur doit impacter son manager et les décisions que son manager va prendre. Il faut aussi, réciproquement, puisque l'on voit bien l'idée d'une sorte de subtilité dans la posture, mais il faut quand même être capable, quand on est un collaborateur,
malgré tout, d'écouter son manager. Enfin, ça marche là, dans ce cas-là, dans les deux sens. C'est évident. Non, mais c'est évident, mais parfois on a... Ça va mieux en le disant, voilà. comme on dit. Et en effet, quand on est collaborateur, on doit être capable d'entendre son manager. Quand je dis manager son manager, ça ne veut pas dire remettre en question tout ce qu'il va dire. Mais à un moment donné, c'est être capable de prendre les devants. Si on a un manager qui a tendance à ne pas répondre à nos questions, on peut utiliser la technique du sans avis contraire. Ça fait 3 fois que je pose la question, sans avis contraire, demain je contacte le client. Après, on va vite voir s'il y a une réaction du manager ou pas. Prendre ça, aussi... c'est un type, c'est intéressant ça. Oui, c'est quelque chose qui doit être mis en pratique. Le manager qui regarde son téléphone pendant qu'on lui parle. Là, c'est un cas concret, c'est typique. Qu'est-ce qu'on fait? On marque un silence, on met une longue pause, on tourne les talons. Qu'est-ce qu'on fait là? On peut très bien lui dire, je continue, j'attends que tu termines ton message ou ton mail, et puis on reprend après. Vous concédez que c'est fréquent ça comme type de... Oui, bien sûr, c'est très fréquent. Alors après, c'est aussi un mode de fonctionnement, il peut y avoir une urgence qui tombe, mais à un moment donné, oui, on doit être capable de faire passer des messages de manière assez fine. Donc il faut être à la fois Paul à gratter mais subtil, dans l'onctuosité mais quand même dans une forme d'initiative très, très active. C'est un étiage très fin pour ne pas se mettre en danger quand même. Parce qu'on est quand même noté, et l'augmentation passe par le manager quand même. Oui, mais au final, si on apporte des choses à son manager, le manager, il n'est pas bête. Si sur les dossiers, si sur les sujets, grâce au fait d'être challengé, grâce aux solutions que mon collaborateur va m'apporter, je ne suis pas bête, moi. Si je performe mieux, évidemment que je vais récompenser là où les personnes qui m'aident dans ma tâche au quotidien. Avant de nous quitter, Flaubert, c'est ça, vous le vivez forcément en tant que consultant à la manufacture RH. On a aussi beaucoup de managers qui vous disent que globalement, ils ont face à eux des gens totalement apathiques et qui vient faire écho à ce que vous nous décrivez dans cette chronique. C'est-à-dire des personnes qui ne sont plus ni réactives, ni intéressées, totalement désengagées. Ça, c'est compliqué pour le manager. Et là, il n'est plus challengé. Il a face à lui, il a du vide. C'est un vrai sujet aujourd'hui, ce désengagement. Après, on pourrait mettre une petite pierre aussi dans le jardin du manager. Engager son équipe, ses collaborateurs, c'est un peu le job quotidien. Donne leur envie, quoi. Du manager. Donner envie à ses équipes. Le sujet, c'est comment... moi, en tant que collaborateur, je vais arriver à influencer les décisions que prend mon manager pour qu'il prenne de meilleures décisions pour lui, et que moi je sois pour bien. L'entreprise et pour moi. Ouais, et que moi je sois bien. Voilà, parce que ça passe aussi, quand même, il faut le reconnaître, par une forme d'égoïsme, de bien-être au travail. Bien sûr. Et ce bien-être au travail, on peut avoir plein de choses dans l'entreprise. Des bonnes conditions de travail, un bon salaire, des bons outils. Si le manager est mais pas là, si la relation managériale n'est pas là, il va manquer quelque chose. Et ce désengagement dont vous parliez peut en effet peut-être venir de cette mauvaise relation managériale. Il faut savoir manager son manager. J'ai rajouté savoir, donc vraiment dans l'attitude et dans le ton. Je dirais même que c'est presque un art de manager son manager. Je suis assez d'accord. C'est un vrai travail très fin, très subtil. Merci Flaubert Vullier de nous avoir éclairé sur ce sujet, fondateur de la manufacture RH. Et je vous dis à très bientôt, évidemment. À bientôt Arnaud. Notre rubrique suivante, c'est les entreprises qui s'engagent. Vous connaissez cette rubrique chaque semaine, une entreprise engagée, alors à la fois pour l'emploi, mais aussi sur des sujets évidemment liés à la lutte contre le sexisme notamment, ou aux violences. Et on en parle juste après dans notre rubrique, justement, les entreprises s'engagent. Les entreprises s'engagent à la rencontre d'entreprises, de structures engagées justement en direction de l'emploi, mais aussi sur des sujets de société, notamment les violences faites aux femmes. Et on en parle avec Caroline Adam. Bonjour Caroline. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Déléguée générale de SP2C. D'abord un petit mot sur SP2C, parce que c'est un acronyme. Oui. Vous représentez quoi? Les professions des centres d'appel? Exactement, ce que le grand public appelle les centres d'appel. Nous, on dit centres de contact, puisqu'on gère plutôt plusieurs canaux de communication. Maintenant, vous avez les chats, les réseaux sociaux. J'appelle ma banque, j'ai déjà le premier filtre, c'est un centre de contact. Exactement, tous les métiers de la relation client. Mais tous les secteurs d'activité ont maintenant... Tous, et ce qui d'ailleurs fait parfois grincer des dents, c'est pour ça que c'est un vrai sujet. Mais on va s'intéresser aux violences faites aux femmes. Le public que vous représentez aujourd'hui, c'est 100 000 salariés francophones. Exactement. 55 000 en France. Absolument. Et en grande majorité des femmes. Et oui, plus de 70% sont des femmes, ce qui veut dire qu'on a plus de 36 000 salariés femmes en France.
Ça veut dire que donc, c'est un sujet dont on va parler qui les impacte. Question rituelle, parce que je la pose à tous les invités qui viennent dans cette rubrique. Pourquoi SP2C a choisi de s'intégrer et de s'engager dans ce réseau des entreprises qui s'engagent? Alors, pour tout vous dire, on a une collaboratrice, Fadila Mirgani, qui fait du mécénat de compétences dans les entreprises s'engagent, puisque c'est un secteur qui est impliqué en termes de RSE depuis plus de 20 ans. Qui a son propre label, c'est un secteur qui gère de l'humain. 80% de la valeur ajoutée, c'est de l'humain. Ce sont nos conseillers clients. Donc, il nous fallait absolument nous intégrer dans des modèles sociaux importants. Les violences faites aux femmes, comment vous, je dis le lobby, mais ce n'est pas un mot vulgaire dans ma bouche, en tout cas l'organisation qui structure tous ces secteurs ou toutes ces entreprises, est-ce que vous avez des remontées concrètes? Est-ce que vous avez des choses qui vous ont fait dire, on a une alerte, il faut être très vigilant, violence sur le lieu de travail, mais aussi violence conjugale? Principalement. En fait, c'est effectivement le terrain. Ce sont les DRH Group, je pense notamment à Karine Branger de chez Armatis, qui est extrêmement engagée sur le sujet, qui m'alerte pendant le confinement. Elle arrive dans le secteur, elle me dit « Caroline, 70% de femmes, ça veut dire que potentiellement, on a plus de 10 000 femmes qui sont concernées par des violences faites contre elles, majoritairement par leur conjoint ou leur ex-compagnon. Il faut se saisir du sujet, parce qu'avant, l'entreprise était un lieu où on soufflait. Avec le confinement et maintenant le développement du télétravail, on est reparti chez soi. Exactement. Et donc, il faut maintenir le lien social, il faut communiquer, il faut agir. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. On agit comment? Parce qu'il y a les remontées, il y a effectivement Karine Branger, DRH du groupe Armatis, qui soulève ce sujet, et c'est vrai pour d'autres. Comment vous faites, vous, l'organisation centrale? Alors, la première chose, c'est avec les partenaires sociaux au niveau national, on se mobilise. On met en place une ligne téléphonique d'urgence de soutien psychologique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La deuxième étape, c'est de communiquer. Je vous remercie de nous avoir invités aujourd'hui pour essaimer les bonnes pratiques, pour donner des idées aux entreprises qui ont envie de s'engager sur le sujet. Ça veut dire que des cas pratiques, un DRH est alerté, parce que c'est toujours très compliqué les signaux. Beaucoup de femmes ne s'expriment pas sur ce sujet. Ouais. Mettre des lunettes de soleil, c'est un cliché, mais pour cacher les violences, comment on fait? Comment on détecte les signaux faibles et comment on les gère ensuite? Alors, principalement, on communique, on sensibilise. On dit qu'on a des références sur chaque site pour ouvrir. C'est un lieu de parole, l'entreprise. L'entreprise doit devenir un lieu ressource, c'est-à-dire un lieu de parole, un lieu d'écoute. C'est un lieu où, par exemple, on peut faire venir les agents de police, si nécessaire, pour porter plainte. On peut faire venir des associations, des acteurs externes pour discuter, trouver des solutions. Il faut que l'entreprise devienne un lieu de ressources, un lieu de sécurité pour faire ses démarches. Je voulais quand même qu'on dise un mot sur le violentomètre. Oui. Ça, c'est un outil alors, très visuel qui gradue, en fait, des zones vertes jusqu'au rouge le plus vif, qui permet de situer là où on est. C'est-à-dire qu'une femme voit ce violentomètre, elle se dit, moi je suis là. C'est ça. Et ça gradue et ça situe l'enjeu, on est d'accord? Absolument. On fait quoi? On l'affiche dans toutes les entreprises? On en parle? Alors, on l'affiche, on le distribue. Alors, quand je dis on l'affiche, ça ne sert à rien à côté du lavabo dans les toilettes parce qu'il faut pouvoir en prendre connaissance de façon confidentielle. Donc, c'est vraiment dans le cabinet de toilette qu'il faut l'afficher. Nous, on a 30% de notre population, ce sont des jeunes femmes de moins de 26 ans. Et donc, c'est peut-être leur première relation affective. Et donc, pour savoir si cette relation est saine, on se dispute de temps en temps. Ça arrive à tout le monde, c'est pas bien grave. Par contre, il m'empêche de sortir, il y a quand même quelques signaux d'alerte. Voilà, donc ça permet de graduer. Un mot sur le lieu d'écoute. C'est intéressant ce que vous dites. Le télétravail, et notamment dans les centres d'appel ou les centres de contact, je vais utiliser le bon mot, ce sont des femmes qui sont retournées à leur domicile. Oui. Aujourd'hui, on nous dit que le télétravail, il s'est institutionnalisé. C'est-à-dire que ces femmes sont restées à leur domicile, on est d'accord? Alors, pour 49% des heures, elles sont télétravaillées aujourd'hui dans les centres de contact en France. Donc, complexité pour les DRH de pouvoir un peu plus les accompagner parce qu'elles sont chez elles. C'est compliqué juridiquement. Alors, oui et non. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de réseaux sociaux internes aux entreprises où ça permet de passer l'information, les numéros de téléphone d'urgence, et on impose certaines réunions, soit en présentiel, soit en distanciel, où elles doivent être là pour passer les messages, pour peut-être s'isoler. Vous avez quelques chiffres, alors évidemment c'est toujours très compliqué de les dévoiler, mais de statistiques, de nombre de personnes qui aujourd'hui, à travers votre réseau, on parlait de 55 000 collaborateurs, TRIS, ont été victimes, touchées et accompagnées? Alors, ce que je peux vous dire, puisque je n'ai que les chiffres aujourd'hui d'Armatis, qui a vraiment mis en place un groupe de travail sur le sujet, les autres le font, mais ne le suivent pas forcément statistiquement, par an, c'est entre 200 et 250 femmes qu'ils arrivent à accompagner face aux violences, effectivement, dont elles sont victimes.
victimes. Et donc, comme Wicker était venu, et son patron était venu nous en parler, ça veut dire que très concrètement, l'accompagnement, c'est une prise en charge. On quitte le domicile, ça veut dire que ça disrupte même la relation au travail, puisqu'on a ces outils de travail à la maison. Enfin, c'est compliqué quand même. Ça s'accompagne. C'est un vrai choix, je pense, de société et d'entreprise. Il faut des gens engagés, et c'est le cas. Et c'est peut-être même plus simple aujourd'hui en télétravail. Vous m'autorisez à faire un coup de chapeau à Armatis, mais je vous en remercie qui est à la pointe, qui est l'entreprise à la pointe, même si les autres sont engagés. Celle-ci, effectivement, est très engagée. Elle avait d'ailleurs été dans le cadre d'une journée internationale, c'était en novembre dernier. Oui. Merci en tout cas, Caroline Adam, de nous avoir rendu visite. Merci. Délégué général, pas secrétaire général, de SP2C. C'est combien d'entreprises avant de nous quitter au total dans ce réseau ? Alors, c'est plus de 60 d'entreprises, mais c'est surtout 70-75% du marché français, soit 3,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça représente énormément de collaborateurs, 55 000 collaborateurs en France. Absolument. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. On fait une courte pause et on va se tourner vers un sujet, alors là aussi, qui peut-être impacte d'ailleurs les centres de contact, l'intelligence artificielle. Bah oui, des robots commencent déjà à parler pour vous répondre. C'était les chatbots, l'intelligence artificielle, et on arrive à ChatGPT, qui impacte. On va revenir sur certaines études qui nous parlent d'une suppression de 300 millions d'emplois dans le monde. Ça inquiète, on en parle, on va faire le point avec nos invités, des experts de ce dossier, juste après la pause. Vous retrouverez le cercle RH. Le cercle RH, notre débat pour essayer d'y voir un peu plus clair sur cette intelligence artificielle. Alors ça, c'était presque déjà un vieux sujet, l'IA. On en parle depuis presque 4-5 ans. Mais là, ce qui se durcit, c'est avec le ChatGPT. Alors vous êtes tous allés visiter, télécharger l'application pour voir, on l'a tous fait, pour voir si dans nos secteurs d'activité, ils seraient capables, alors on parle de ChatGPT avec la grève des scénaristes aux États-Unis, puisqu'on commence déjà à produire des scénarios, de livres, d'une sorte d'intelligence qui remplacerait finalement les activités tertiaires des salariés. Étude de JP Morgan ou de Goldman Sachs, 300 millions d'emplois dans le monde seraient menacés par l'intelligence artificielle. On va peut-être relativiser avec mes invités. Caroline Andréès, merci d'être avec nous. Vous êtes avocate en droit social cabinet AIH, alors avocate, praticienne, et en même temps un des métiers dont on dit qu'il pourrait disparaître, et on va en parler avec vous dans quelques instants. Dorothée Moisy-Gouarin, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de l'innovation en charge de l'InnoLab chez Elsan. Elsan des médicaments, c'est le secteur ? L'hospitalisation. Hôpitaux privés. Hôpitaux privés. On va revenir sur votre... Alors c'est de l'open data, c'est un laboratoire ouvert, c'est ça Tout à fait, c'est un living lab sur lequel on va mener des expérimentations pour identifier les bons cas d'usage pour l'innovation et les déployer de la bonne façon. Donc c'est à vous que je pose la question en premier, parce qu'on va commencer par la science. Et puis je présente évidemment, parce que je vois Sébastien qui se dit, mais il ne m'a pas présenté. Sébastien Vernet, vous êtes associé chez SIA Partners. Vous étiez venu dans notre émission. Dorothée, vous qui avez une vision très large du sujet, il n'y a pas une journée, il n'y a pas un article qui nous dit que le ChatGPT va détruire des pans entiers de notre économie et de nos emplois. Commençons par le début. Est-ce qu'il y a une part de vérité dans tout cela quand on voit que 300 millions d'emplois risquent de disparaître ? Alors, l'IA aujourd'hui, comme vous le disiez en introduction, elle n'est pas nouvelle dans le monde de la santé, en particulier dans le monde des hôpitaux que je représente. On a déjà vécu des transformations similaires sur tout ce qui est deep learning, avec notamment un impact sur tout ce qui est le monde de l'imagerie et de la radiologie. Et ce qu'on a observé, c'est plutôt une transformation des métiers qu'une suppression des métiers. Dans un contexte quand même chez nous, il faut le rappeler, notre secteur d'activité, il est quand même en très forte tension de ressources humaines. Et donc on va plutôt chercher à soutenir ces professionnels de santé pour les accompagner dans leur... Pour les augmenter. Pour les augmenter. Donc nous, on préfère parler de l'IA pour augmenter les pratiques. Juste un mot, parce que chacun va être challengé sur ce ChatGPT. J'y viens tout de suite, puisque c'est le sujet. J'imagine que vous l'avez testé et que vos chercheurs, que ceux qui travaillent dans votre lab, s'y sont penchés. Il y a des risques quand même qu'en appuyant sur le bouton et en posant la bonne question, on supprime des emplois quand même, on le voit, des études comptables, une analyse juridique structurée, certains l'ont même fait en cours de philo, il y a quand même ce risque-là, il existe. Alors, il faut être très nuancé dans tout ce qui est intelligence artificielle. Il y a quand même des sujets de garantie humaine. ChatGPT, il faut le rappeler, c'est quand même un modèle statistique.
donc qui n'a pas la vérité sur tout. Et donc, il faut être très vigilant à la façon dont on va l'utiliser. Et aujourd'hui, il y a encore tout un champ de recherche à identifier le bon cas d'usage pour qu'il ait vraiment un impact bénéfique. Sur les métiers de la création, sur les métiers de la comptabilité, c'est pas forcément les mêmes cas d'usage. Et donc, effectivement, ce qu'on dit, c'est que ChatGPT va toucher tous les métiers, mais sans doute sur une partie bien précise des tâches. Donc, ça va pas les supprimer, ça va encore une fois sans doute les augmenter et leur permettre de se focaliser sur d'autres tâches. Caroline, vous êtes avocate dans un cabinet. C'est votre métier. Vous avez fait des études, vous avez étudié, vous avez ouvert des livres, vous avez passé le CAPA, vous avez prêté serment. Et on nous dit que les notaires, les avocats, tous ces métiers pourraient disparaître au profit d'un logiciel extrêmement puissant, ChatGPT, qui pourrait rendre des études, des analyses aussi fines. Est-ce que ça, quand même, ça va vous traverser, ce sujet ? Non, mais bien sûr, ça nous traverse. Bien sûr, on a des réflexions dessus, mais je pense qu'il faut ici encore relativiser. C'est-à-dire que, oui, ChatGPT a une capacité à analyser une masse énorme de données de manière extrêmement pertinente et de manière surtout extrêmement rapide. Donc, ce qui est certain, c'est que finalement, nos clients, ils peuvent télécharger l'application, ils vont poser la question que d'habitude ils posent à leur avocat et ils vont avoir une réponse structurée par ChatGPT. On a eu Siri avant, on oublie, c'est un Français qui l'a inventé, c'était le début en fait du ChatGPT, où se trouve la Tour Eiffel, et il nous répondait tout de suite. Exactement. Après, effectivement, on a une analyse pertinente, un résumé des données, une analyse de jurisprudence applicable qui va être rendue par ChatGPT, mais l'avocat, ça n'est pas que ça. Donc, je rebondis sur ce que disait Dorothée, à savoir la complémentarité. De toute façon, on ne peut pas voir ChatGPT comme un concurrent, parce que si on voit ChatGPT comme un concurrent, mais finalement, c'est la fin de tout. Donc, il faut qu'on voit ChatGPT, non, comme un outil qui va permettre de faire évoluer nos compétences. Et effectivement, il va avoir un impact sur notre métier, probablement en ce qui concerne, je dirais, la base du système pyramidal d'un cabinet d'avocats, c'est-à-dire les collaborateurs, les paralegals, les collaborateurs les plus jeunes et les paralegals. On va nécessairement faire évoluer le métier. Oui, mais il faut les upgrader, comme on dit. La question de la facturation, puisqu'évidemment, le client n'a plus du tout envie de payer pour des recherches qu'il peut faire lui-même depuis chez lui. Mais en revanche... C'est une petite révolution, ça aussi, le pricing, la manière dont vous allez adresser une facture en disant moi, je rajoute ma valeur ajoutée. C'est ça, en fait. Mais oui, mais en fait, c'est quand même ça, le métier de l'avocat. Il faut revenir aussi à qu'est-ce que le métier d'un avocat. Le métier d'un avocat, c'est pas de dire le droit. Le métier d'un avocat, c'est d'être le partenaire de l'entreprise. Et de l'interpréter, d'ailleurs. D'interpréter le droit. Et donc... tout ce qui est empathie, ce qui est intuition, ce qui est connaissance du client, ce qui est analyse et recul de la jurisprudence, des raisons pour lesquelles le juge a statué dans un sens et ça, pas dans un autre. Il ne l'aura pas, ça. ChatGPT ne l'aura pas. Et donc, effectivement, il y a une transformation de nos métiers, ça je ne peux pas nier, mais néanmoins, notre métier ne va pas disparaître. Mais le client cherchera autre chose. Il va chercher la valeur ajoutée, ce qui est quand même ce qu'on facture en général. C'est vrai. Sébastien Vernel, SIA Partners, j'évoquais ce chiffre de 300 millions d'emplois dans le monde. Goldman Sachs, étude très récente de mars 2023, donc c'est vraiment l'actualité. Mais en lisant et en préparant l'émission, je découvrais qu'on n'avait pas tout à fait les mêmes chiffres, qu'on trouvait 80 millions, 300 millions, et qu'on est un peu dans un débat d'exégèse sur combien de salaires d'emplois vont être... C'est quoi 300 millions, c'est le bon chiffre ou il y a d'autres chiffres? Alors, je vais revenir un peu en arrière. En 2013, il y a une étude qui a été publiée par 2 chercheurs d'Oxford, des gens brillants, très structurés, qui prédisaient qu'à un horizon de 10 ans, donc en 2023, aujourd'hui, il y aurait la moitié des emplois aux États-Unis qui seraient menacés en raison de l'automatisation. C'est vrai. Aujourd'hui, on est dans une situation où, aux États-Unis comme en France, et vous le disiez, Dorothée, il y a des grosses tensions sur le marché du travail. Donc moi, je suis très prudent, je crois que c'est un peu le maître mot aujourd'hui, nuance, très prudent sur la réalité des impacts sur l'emploi. Ça va transformer profondément la façon dont on travaille. Je pense qu'il y a peu de doute là-dessus. Et en fait, juste pour revenir... Et dont on étudie, je m'autorise à le rajouter, dont on étudie, puisque si on passe le bac avec ChatGPT, comme on avait autorisé la calculette il y a 30 ans, le bac, vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Ce qui a changé on achète avec ChatGPT, c'est l'interface homme-machine. Exactement. En fait, l'IA, vous le disiez, ça existe depuis très longtemps, il y a des applications très concrètes. Ce qui a changé avec ChatGPT, c'est une déferlante. Ça fait 6 mois que l'outil est sur le marché public, c'est la simplicité d'interface. On pose une question, on a des réponses hyper structurées. Et un peu comme l'iPhone. Vous aviez déjà des smartphones, plein de technologies.
Steve Jobs est arrivé avec son concept d'écran tactile, hyper intuitif et d'application, et ça a totalement transformé la façon dont on interagit avec la machine. Moi, je fais vraiment le parallèle avec ça, même si les applications sont très différentes. En fait, ça va transformer la façon dont on travaille, et je rejoins ce que vous disiez. On va être augmenté. Les avocats, comme les consultants, comme les journalistes, notre métier, c'est de structurer, d'ordonner. Enfin, nous, on nous écrit les articles à la place quand même. Hein. Vous avez vu les articles, qui sont plutôt assez bien faits. On peut se faire duper. Hein. Mais cette partie structurée, ordonner les informations, ça va être totalement remplacé par ChatGPT et ses équivalents. Ce qu'on va apporter, nous, c'est la valeur intellectuelle, c'est l'expertise, c'est la nuance, c'est l'intelligence émotionnelle, l'empathie, la connaissance des clients. Et ça, je pense que tous ces métiers auront encore beaucoup de valeur. Dorothée, côté Innolab, Elsan, certains parlent d'une destruction créatrice schumpeterienne, un peu comme on l'avait évoqué avec l'arrivée des robots qui fabriquaient des voitures, et on s'est dit il n'y aura plus d'ouvriers. En effet, il y en a eu moins, il faut le reconnaître. Vous êtes d'accord avec cette idée que ça ne détruit pas, mais c'est de la destruction créative ou créatrice? C'est ce qu'on vient de dire. C'est vraiment de la transformation de certaines activités avec la perspective de supprimer des tâches qui sont peu créatrices de valeur pour se focaliser vraiment sur celles qui ont de la valeur. Mais ça vous impacte dans les hôpitaux. Vous manquez effectivement de salariés, de main-d'œuvre, des aides-soignantes, mais vous êtes aussi dans la réflexion de vous dire comment j'accompagne. Je mets des guillemets, il n'y a rien de péjoratif, mais les petites mains d'une entreprise qui faisaient des tâches répétitives, et celles-ci, elles ne vont plus avoir d'emploi, on le sait. Comment vous les accompagnez pour les replacer et redonner du sens à leur vie? Alors, nous, je pense qu'on est moins impactés parce que... Allez-y, Dorothée. Parce qu'on est quand même sur un secteur d'activité avec de la main-d'œuvre très qualifiée et beaucoup de relationnels humains. Et nous, ce qu'on voit, c'est que quand on travaille pour optimiser certaines tâches, c'est du temps qui est redonné auprès du patient. Quand la secrétaire, elle passe plus de temps à retranscrire le compte-rendu médical du médecin qui lui aura dicté, parce que la retranscription se fait automatiquement, c'est du temps qu'elle va pouvoir passer avec le patient pour l'organiser, pour le rassurer. Et avec les équipes. Et avec les équipes. Donc je pense que nous, notre secteur d'activité... il est peu concerné par ces éléments de suppression de postes, et notamment parce que j'y reviens à ce qui se dit sur ChatGPT, c'est que sans doute ça va révolutionner un certain nombre de tâches, mais que finalement ça représentera que 10% de 80% des postes. Donc, c'est ce qui se dit. On joue à se faire peur comme on s'est fait peur avec la robotisation, parce que c'est vrai qu'on avait évoqué à la fin des lampes à huile et le passage à l'électricité, la fin de tous ces métiers. À chaque rupture technologique d'innovation, on a des angoisses existentielles. Mais là, il y a quand même... c'est plus qu'existentiel, c'est quand même très concret. Je le redis, dans les cabinets d'avocats, chez les experts comptables, j'allais dire tous ceux qui sont là dans l'organisation. À l'époque, on avait des tiroirs métalliques, maintenant les choses sont informatisées, mais il y a quand même des humains derrière ces postes d'ordinateur. On sait qu'ils vont disparaître. Oui, mais je trouve assez intéressant que vous faisiez le parallèle avec la révolution industrielle. De tout temps, on a eu des révolutions dans les modes de travail, et effectivement, on s'est dit, c'est la fin des ouvriers. En réalité, non, ce n'a pas été la fin des ouvriers, mais en revanche, il y a eu des ouvriers qui étaient plus qualifiés. Et aujourd'hui, encore une fois, on va vers une modification du travail, et ce, quel que soit le secteur d'activité concerné. Et donc, en fait, la question n'est pas forcément en se focalisant sur la santé, le cabinet d'avocats ou la banque, par exemple, qui est encore aussi un secteur d'activité qui est particulièrement concerné. Je ne les ai pas cités, mais la banque est très impactée aussi. Voilà. Mais en général, en fait, il faut aujourd'hui que les entreprises... Et là, je pense que les entreprises ont besoin des avocats. Typiquement, on rentre dans quelque chose que ChatGPT ne pourra pas résoudre. Il faut que les entreprises se disent, voilà les outils qui vont arriver chez moi et qui vont nécessairement être intégrés dans mon mode de fonctionnement, parce que sinon, je vais perdre de la compétitivité vis-à-vis de mes concurrents. Ces outils vont impacter de telle ou telle manière telle et telle catégorie de salariés, telle et telle catégorie de compétences. Et donc, je dois dès aujourd'hui négocier avec mes représentants du personnel des accords, notamment de gestion des emplois et des parcours professionnels, mettant en place des systèmes de formation, des systèmes potentiellement de départ volontaire pour les salariés qui ne souhaiteraient pas être embarqués dans la vague intelligence artificielle. Mais donc aujourd'hui, on a des outils. Je crois que le maître mot aujourd'hui pour les entreprises, ça doit être anticipation. Et donc,
je dois, dès aujourd'hui, réunir mes représentants du personnel, définir en quoi mes métiers d'aujourd'hui vont être impactés par ces nouveaux développements et comment je peux adapter la main-d'œuvre qui est aujourd'hui la mienne à ces nouveaux développements. C'est la gestion des carrières, des parcours professionnels Exactement. et des carrières avec l'arrivée de ChatGPT, parce qu'il y a déjà la gestion des parcours et des carrières, ça existe, Bien sûr. mais je pense que ça accélère. Quand même sur la relation au travail, SIA Partners a aussi un regard. On nous dit que la hausse du PIB mondial annuel pourrait progresser de 7%. Et donc ça améliorerait la productivité, l'IA en général et ChatGPT peut-être. Ça pose quand même la relation au travail des collaborateurs, de ce que l'on fait de notre travail. On est en train de nous dire, alors peut-être qu'on nous angoisse, mais vous n'aurez plus de boulot, et on a des études parallèles qui nous disent les Français veulent de plus en plus la semaine de 4 jours, ils veulent consacrer plus de temps aux loisirs. Enfin, tout ça vient quand même percuter une manière, une relation au travail qui est bouleversée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir une explosion de la productivité sur beaucoup de tâches. Et souvent sur des tâches qui n'étaient pas passionnantes. Vous le disiez, de transcrire un compte-rendu, demain, fastidieux, ça va être extrêmement simple. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de ChatGPT depuis tout à l'heure. Si ChatGPT a fait tant le buzz, et pas Google ou Microsoft, c'est parce que ChatGPT, c'est un petit acteur. Et il pouvait se permettre de ne pas être fiable. On l'a vu aujourd'hui, quand on pose des questions à ChatGPT, parfois il dit des bêtises. Ou parfois il ne dit pas la même chose. Vous avez raison. Et Google ne peut pas se le permettre. Et Google ne peut pas se le permettre. C'est vrai. Ce qui nous attend dans l'année qui vient, c'est le dernier kilomètre de cette intelligence artificielle générative. La perfection, quoi. C'est arriver à la fiabilité, à l'accès aux données. ChatGPT se base sur des données qui datent de 2021, donc qui sont très anciennes, donc il n'y a pas de lien en direct avec Internet. Donc ce que sont en train de faire en ce moment deux acteurs, Google, qui a annoncé cette nuit d'ailleurs l'ouverture de son Google Bard, alors pas en français, exact, mais en anglais, japonais et coréen, et Microsoft, tout le monde qui a accélère, annoncé lundi son copilote qui sera intégré dans Microsoft Teams notamment. Ce dernier kilomètre, ça va être d'arriver à la fiabilité, notamment pour permettre d'intégrer ça dans notre quotidien. Il y a 5 ans, quand vous connectiez à une réunion à distance, vous appeliez un numéro de téléphone avec un code. C'est vrai. Ça nous semble la préhistoire. Je pense que ce sera la même chose pour les outils type Microsoft Copilot ou Google Bard. Demain, quand on fera un compte-rendu de réunion, personne ne se rappellera qu'on devait reprendre les notes et tout mettre en forme. Ça sera fait automatiquement. On a déjà oublié qu'on passait des coups de fil dans des cabines téléphoniques pour caler nos reportages et qu'on avait un calepin avec un stylo, avec un agenda de A à Z. Microsoft Teams, tout le monde s'y est mis, même les salariés. Mais il y a quand même beaucoup de transformations de façon de travailler qui sont acceptées assez facilement. Je ne sais pas si vous êtes sur ces sujets de sociologie, puisque vous êtes sur des sujets d'innovation, de technologie, pour accompagner évidemment votre secteur, mais il y a aussi un rapport au travail qui est impacté. C'est-à-dire que ceux qui s'intéressent au sujet ou qui l'entendent d'une oreille se disent, est-ce que je vais encore avoir un travail pour ceux qui veulent continuer dans 10 ans? Ça génère des angoisses quand même, ces sujets. Vous les portez sur le plan positif, mais reconnaissons que ça peut aussi susciter des inquiétudes. Je pense que ça suscite du questionnement, parce que c'est le propre de toute l'incertitude liée à l'innovation. Et c'est vrai que c'est notre devoir aussi d'expliquer aux utilisateurs comment l'utiliser de la bonne façon. Je pense que chez nous, ça suscite aussi beaucoup de questionnements par rapport aux questionnements autour de la fiabilité. Nous, on prend quand même en charge des patients, on hospitalise des patients. On ne peut pas se permettre, comme vous l'évoquiez, de se tromper. Donc nous, les questionnements, ils sont aussi par rapport à comment utiliser correctement l'outil. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut réorienter les questionnements et les accompagner. L'accompagnement est très important. La formation, l'identification, j'y reviens, au bon cas d'usage. Il faut aussi leur expliquer que pour faire un diagnostic ChatGPT, ce n'est pas le bon outil. En revanche, pour retranscrire et faire une Vous me première... rassurez. Ouais, non. Chez nous, c'est un secteur très réglementé. Oui. Les médecins ont l'habitude. Un outil, pour être utilisé, il doit être certifié, il doit suivre un processus réglementaire. Et donc, ces questionnements-là, on a l'habitude, on l'a fait avec le digital, on l'a fait déjà avec l'IA, le deep learning sur l'imagerie. On va le faire ça marche avec très bien d'ailleurs. Mais il faut prendre le temps à chaque fois d'analyser, comme vous le disiez Caroline, quels sont les bons cas d'usage, là où ChatGPT est bénéfique, là où il ne l'est pas, et quand il est bénéfique, quelles sont les organisations, les process qu'on met en place
pour avoir de la sécurité, de la qualité dans l'exercice. Vous l'avez utilisé, ChatGPT, juste une question un peu basique, mais vous l'avez testé, vous, en tant que praticienne, dans vos domaines respectifs, vous l'avez fait? Bien sûr, c'est intéressant, mais je voudrais juste rebondir sur la notion de sécurité qui, à mon avis, est extrêmement importante. Et encore plus... Si on prend la profession d'avocat, évidemment, ça n'a absolument rien à voir avec la vie des patients, on a une responsabilité professionnelle. ChatGPT n'a pas cette responsabilité professionnelle. Donc, quand le client va se dire je vais aller sur l'appli, je vais poser la question que je pose à mon avocat, mais avant d'aller utiliser la réponse obtenue auprès de son supérieur hiérarchique en disant c'est vers là que la société doit avancer ou voilà la position juridique qui doit être prise, il faudra toujours quand même l'œil de l'avocat qui engage sa responsabilité professionnelle. Oui, c'est vrai. Et qui est donc garant d'une certaine sécurité. Dans un cadre juridique. Quand j'ai utilisé une fois ChatGPT parce que je voulais voir quelle serait l'approche Tous allaient voir. question, et en l'occurrence, les termes sont très importants dans la profession d'avocat, je ne vous apprends rien. Et il y avait des inexactitudes qui auraient pu conduire. Préjudiciable. Exactement. C'est pas la vie d'un homme ou d'une femme, mais il y a danger. Exactement. Il y avait un vrai risque professionnel s'il y avait retranscription exacte. Vous, les sociétés de conseil, parce qu'il y a aussi un gros travail que font les sociétés de conseil, SIA Partner en particulier, mais c'est là aussi d'anticiper, c'est-à-dire de se projeter. Comment vous anticipez? Parce que le conseil est aussi impacté. C'est-à-dire vos secteurs et le vôtre est impacté de la même manière. Chez SIA Partner, ça fait 5 ans maintenant qu'on a inventé un concept, donc c'est mon président Mathieu Cortocus qui l'a inventé, qui s'appelle le consultant augmenté. Nous, on croit beaucoup que notre métier, il peut être augmenté de beaucoup d'expertise ou d'apports différents de la technologie. Donc, on travaille avec la data, et on travaille aujourd'hui, bien sûr, avec l'IA générative. Et ce qu'on fait, et ce que vont faire, je pense, beaucoup d'entreprises, c'est de passer de ces outils hyper généralistes à des outils très spécialisés, c'est-à-dire faire avaler, entre guillemets, à un outil d'intelligence artificielle toute notre matière qu'on produit, nous, en tant qu'humains, pour qu'ensuite l'IA puisse générer des contenus qui soient pré-mâchés, préparés sur la base de toute l'expertise qu'on a pu connaître et surtout dans les secteurs respectifs de chacun. Expertise. Oui, mais surtout ajouter notre expertise. C'est-à-dire qu'on l'a tous fait, ChatGPT, ça produit quelque chose qui est bien, qui est structuré, qui est clair. Mais où il n'y a pas l'apport d'intelligence qu'on peut avoir au regard d'une expertise, d'une expérience, de la connaissance d'un client, par exemple. Il y avait du positif sur ce plateau. Tout n'est pas noir, tel que les choses sont décrites aujourd'hui dans les médias, parce qu'il faut évidemment peut-être aussi attendre que les outils soient d'une stabilité absolue, puisque vous l'évoquiez, on ne le dit pas assez, il fait encore des erreurs, ChatGPT. Et l'erreur n'est pas permise dans votre secteur. Tout à fait. Et encore une fois, moi je reviens à la notion de bon cas d'usage. Il ne va pas être bon partout, il faut trouver le bon cas d'usage. Sur le deep learning en imagerie, nous, on l'a identifié. Sur la détection de fractures, il est bon. Il y a toujours une garantie humaine derrière qui vérifie. Une validation, oui, bien sûr. Tout à fait. Et comme le disait Caroline, qui intègre aussi les autres éléments. Il peut faire des tâches de manière assez... de toute façon, il répond à la question qu'on lui a posée. Prendre en compte, après, les 3 autres questions qui vont arriver en parallèle, les autres points de vue. Il va falloir, du coup, apprendre... où est-ce qu'il a vraiment de la pertinence? Kasparov, 97, quand il avait perdu, vous vous souvenez, contre la machine qui pesait IBM à l'époque, 1,5 tonne. Et Kasparov avait quand même perdu la partie en se levant avec fracas. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette image. C'était déjà les débuts de polémique sur ces sujets-là. La machine, elle va remplacer le cerveau de l'humain. On aura toujours besoin de nos cerveaux, c'est ça que vous nous dites. Merci à vous 3 de nous avoir éclairés. Merci à vous, Dorothée Moisy-Gouarin, directrice de l'innovation en charge de l'InnoLab chez Elsan, je l'ai bien prononcé, me semble-t-il. Merci à vous, Caroline Andriès, cabinet Ayache, avocate en droit social. Et merci à vous, Sébastien Verned, SIA Partner, associé chez SIA Partner. Vous êtes un consultant augmenté, c'est ça, vous? Exactement. C'est très, très impressionnant. On tourne une page et on se tourne évidemment vers Fenêtre sur l'emploi. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et un nouveau métier. Oui, un nouveau métier, Energy Manager. On n'en avait jamais entendu parler. C'est un métier autour de l'efficacité énergétique. Et j'accueille Cyril Sailly. Bonjour Cyril. Bonjour. Cofondateur de Adviseo. Oui. Et c'est vous qui avez inventé ce métier? J'ai été un des premiers en France, effectivement, à poster des offres de recrutement sur le métier d'Energy Manager en 2015. Je trouve ça... Création de votre entreprise. Date de création d'Adviseo, effectivement. D'Adviseo. Energy Manager,
quand les premières annonces sont arrivées, il y a des gens qui vous ont dit, mais attendez, je ne comprends pas, vous deviez quand même faire un beau paragraphe pour expliquer quand même. Alors effectivement, il a fallu que j'explique le métier d'Energy Manager, comment je l'entendais. Et à l'époque, comme je l'ai dit, il n'y en avait pas. Et donc il y avait effectivement des gens qui faisaient du diagnostic énergétique, de l'audit énergétique. Et le but du jeu, c'était effectivement de faire preuve de pédagogie et d'expliquer que c'est très bien, le papier c'est très bien, mais ensuite il faut mettre en œuvre les actions d'amélioration qui vont permettre de faire des économies d'énergie et d'expliquer comment ensuite on fait ça. C'est un enjeu central, vous aviez anticipé, parce qu'on n'a jamais autant parlé de rénovation énergétique, même si c'est un peu compliqué finalement à mettre en place. Vous, votre système, il est simple. Adviseo fait un diagnostic du bâti, et c'est donc votre Energy Manager qui se déplace, on est d'accord? Exactement. C'est lui qui va venir voir. Qui va venir voir, qui va étudier les installations, l'enveloppe effectivement, identifier les actions d'amélioration qu'on va pouvoir mettre en œuvre, que ce soit des actions de sensibilisation, que ce soit des actions de programmation, d'usage sobre. Le terme sobriété énergétique, vous avez dû l'entendre parler ces derniers mois, pour faire en sorte du coup d'utiliser le juste nécessaire en termes d'énergie par rapport à ce qu'on souhaite en termes de confort et d'exploitation du bâtiment. Oui, parce que l'hiver prochain va être dur encore. Exactement, et l'été aussi. et l'été par ailleurs, parce que certains ont monté leur clim. Exactement, et la sobriété énergétique, ça n'a pas lieu qu'en hiver, ça a lieu également en été. C'est d'ailleurs en ce moment même, nos Energy Managers chez Adviseo préparent cet été qui risque, comme on l'a vu ces dernières années, d'être particulièrement chaud, et on le voit et notamment à Perpignan avec des restrictions d'eau très importantes. Energy Manager, ça se définit comment? C'est quelqu'un qui a des compétences évidemment sur tous les enjeux techniques, même technologiques, mais il y a manager, c'est-à-dire qu'il est aussi capable d'accompagner le client, de lui proposer les bonnes solutions. C'est ça l'idée? Exactement. Et donc, c'est un métier assez complet puisqu'il y a à la fois une notion technique, puisqu'il faut savoir comment fonctionne un bâtiment, de quoi il est composé, comment est-ce qu'on peut l'améliorer, à la fois dans son fonctionnement actuel, mais son fonctionnement futur à travers des travaux, être en capacité de préconiser des travaux de rénovation au niveau de l'enveloppe ou des systèmes techniques. C'est également quelqu'un qui va être en capacité d'analyser de la donnée, puisque un bâtiment en exploitation va générer de l'information sur son usage, donc en termes de consommation, d'eau, d'électricité, de gaz. Donc l'Energy Manager, son travail va être aussi d'analyser ces données et d'identifier les dérives énergétiques, les anomalies qui font que du coup il y a des potentiel d'économie d'énergie. Et effectivement, par rapport au terme manager que vous employez, effectivement, il y a aussi la relation humaine qu'il y a, à la fois avec l'exploitant qui est tous les jours, entre guillemets, la main dans le cambouis au niveau des installations, et le client lui-même qui attend ces fameuses économies d'énergie. Oui, c'est un sujet important. Donc j'imagine qu'il fait son diagnostic, puis il y a une recommandation renvoyée au client, à l'entreprise, à l'industrie, parce qu'il n'y a pas que les particuliers, il y a aussi des entreprises, des bâtiments d'entreprises diverses. Vous accompagnez ensuite la mise en place des travaux, parce que souvent le client, en bout de chaîne, se dit, moi je suis perdu, je ne sais pas à qui m'adresser, les techniciens ne sont pas toujours au niveau, il y a eu quelques arnaques par ailleurs sur ces métiers. Comment je fais? C'est exactement le cœur de métier d'Adviseo, c'est de ne pas se contenter du yaka faucon, mais c'est surtout de mettre en œuvre les actions avec les exploitants, les mainteneurs. Alors chez Adviseo, nous on s'intéresse non pas aux particuliers, mais uniquement aux entreprises, donc l'immobilier tertiaire, que ce soit l'immobilier de bureau, l'immobilier commercial, donc avec les commerces, les magasins alimentaires, non alimentaires, également tout ce qui est dans le milieu de la santé ou du public, avec les bâtiments d'enseignement. Et effectivement, donc, on va faire un certain nombre de recommandations sur l'usage, la sobriété, sur les travaux. Et ensuite on va accompagner le client, on va suivre la mise en œuvre de ces actions d'amélioration, on va identifier l'impact exactement sur les consommations et s'assurer que le client a son résultat. Et que ça correspond parfaitement à ce qui avait été diagnostiqué ou préconisé, puisque j'imagine qu'il y a une préco en disant je peux vous faire gagner 20-30% d'économie d'énergie. Un dernier mot, Cyril. Oui. Allez-y. Et notre travail, c'est également de discuter avec le client quand il y a des difficultés. Puisque malheureusement, on peut préconiser pas mal de choses et puis parfois, on se rend compte que c'est difficile de mettre en œuvre. Je prends un exemple très concret. Très rapide. Les 19 degrés de température de consigne en hiver, c'est la théorie. La pratique, c'est qu'on voit que c'est souvent difficile à maintenir. Maintenant, entre 19 et 23 degrés, il y a peut-être un juste milieu à atteindre. C'est ça. Il y a la théorie, puis il y a la pratique. Merci Cyril Sailly, entrepreneur, cofondateur d'Adviseo. On aura compris que vous traitiez de la chaîne globale pour les entreprises, les bâtiments publics, puisque vous évoquiez les équipes
écoles qui sont parfois des passoires thermiques. Merci de nous avoir rendu visite, Cyril. Merci à vous. Merci de votre fidélité, évidemment, et tous vos messages. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pour faire cette émission. Théo à la réalisation, Saïd au son. Je remercie l'équipe de programmation, Nicolas Juchat et Alexis qui m'accompagnent chaque jour. Merci à vous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.